Blaise Diagne est un homme politique français, né le 13 octobre 1872 à Gorée, 4 communes, au Sénégal, et mort le 11 mai 1934 à Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques, en France. Il est le premier député d'origine africaine élu à la Chambre des députés française en 1914. En effet, jusqu'à cette date, les précédents députés noirs au Parlement de la France étaient originaires des 4 vieilles colonies françaises. Il est également le premier Africain sous-secrétaire d'État aux colonies. Baignant dans une culture politique assimilationniste, il doit sa renommée à sa volonté de faire participer pleinement les Africains à la politique française, aussi bien durant la mise en place des structures coloniales qu'une fois ces dernières installées. Il a également joué un rôle important en faveur des droits des Africains engagés dans les troupes coloniales. Ayant pour prénom d'origine Galaye Mbaye, est né d'un père lébou, cuisinier et marin. Niokor Diagne et d'une mère Manjac, Gnagna Anthony Preira. Il est très tôt adopté par la famille Crespin, une famille métisse de notables de Gorée et de Saint-Louis, qui confie son éducation aux frères de Plohermel, ces derniers lui donnant le prénom de Blaise. Bien que né avant la conférence de Berlin, en grandissant à Gorée, une des 4 communes qu'il qualifiera plus tard de berceau de la France africaine, Blaise Diagne bénéficie de plein droit de la nationalité française. Ce statut de citoyen français lui permettra d'accéder à d'importantes fonctions dans l'administration coloniale, une fois celle-ci mise en place. Il meurt le 11 mai 1934 dans une maison de santé de Cambo-les-Bains, où il soignait une tuberculose contractée sous le climat parisien. Formation. Il apprend très tôt à lire, à écrire et bénéficie d'une éducation solide qui s'appuie sur d'incontestables qualités intellectuelles. Il figure ainsi au palmarès de la distribution des prix de l'école laïque de Saint-Louis, Sénégal. La même année débute la conférence de Berlin qui détermine, entre puissances coloniales, les conditions permettant la revendication de territoires colonisés. Les guerres coloniales se poursuivent, et avec elles, les incursions militaires françaises. Lat Dior est tué le 27 octobre 1886. Boursier du gouvernement français, le jeune Diagne va poursuivre ses études en France à Aix-en-Provence. Pendant ce temps, la colonisation progresse en Afrique de l'Ouest. Malade, Blaise Diagne revient à Saint-Louis pour suivre les cours de l'école secondaire Duval, où il sera major de sa promotion en 1890. Il entreprend avec succès le concours de fonctionnaire des douanes en 1891. En 1892, la France entame la colonisation du Dahomey, actuel Bénin, et Blaise Diagne, alors âgé de 19 ans, obtient un poste dans l'administration de la colonie. L'Afrique occidentale française, AOF, est créée le 16 juin 1895 par l'Union des colonies du Sénégal, du Soudan français, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Au Parlement, Blaise Diagne et les autres ministres du gouvernement de Pierre Laval en 1932. Blaise Diagne est élu en 1914 député du Sénégal, bénéficiant du statut des 4 vieilles communes, Rufisque, Gorée, Saint-Louis et Dakar. Il n'est pas le premier Africain de l'Empire colonial français à siéger au Palais Bourbon. Son prédécesseur François Carpeaux, métis de Saint-Louis, était tout aussi africain. Il est en revanche le premier député africain noir à la Chambre, à ne pas confondre avec l'Assemblée nationale, mais pas le premier député noir dans cette Chambre. Il y rencontre Gratien Candace, député de la Guadeloupe, élu à la Chambre des députés en 1912. Il y est surnommé la Voix de l'Afrique. Il obtient pour les habitants des 4 communes la citoyenneté en échange de leur conscription en 1916. Membre du groupe Union républicaine socialiste, animé par Maurice Violette, franc-maçon lui aussi, il est réélu sans interruption jusqu'à sa mort,
malgré des campagnes systématiquement hostiles de ses adversaires, qui n'aiment pas voir un Africain à la Chambre, d'autant que celui-ci est aussi le maire de Dakar. En 1917, lors d'un débat en comité secret, après l'échec de l'offensive Nivelle au chemin des Dames, avril 1917, le député Diagne expose devant les députés comment les troupes noires furent utilisées par l'état-major français comme de la chair à canon. La même année, il défend la pleine citoyenneté des électeurs du Sénégal, déclarant ainsi « Si nous pouvons être ici pour légiférer, c'est que nous sommes citoyens français, et si nous le sommes, nous réclamons le droit de servir au même titre que tous les citoyens français. » Blaise Diagne adhère à la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, en décembre 1917, mais il y reste moins d'une année et demie. Il est alors nommé par Clémenceau commissaire général, chargé du recrutement indigène en Afrique, en même temps que deux autres socialistes, Compère Morel, à l'agriculture, et Fernand Buisson, à la marine marchande. L'action de Diagne permit un recrutement plus efficace en 1918, 50 000 hommes pour l'Afrique occidentale française et 15 000 pour l'Afrique équatoriale française. Mais Blaise Diagne démissionne du parti et du groupe socialiste début mai 1919, refusant de quitter ses fonctions de commissaire du gouvernement après la répression de la manifestation du 1er mai 1919. Il reste commissaire jusqu'en octobre 1921, gouvernement Clémenceau, Millerand, Lègue et Briand. Il revient ensuite au Parti républicain socialiste, puis passe chez les indépendants de Georges Mandel. Il devient officiellement le premier ministre africain de la République française, comme sous-secrétaire d'État aux colonies de janvier 1931 à février 1932, dans les 3 premiers gouvernements de Pierre Laval. Haut commissaire du gouvernement pour le recrutement des troupes noires, Monsieur Diagne, député du Sénégal, haut commissaire du gouvernement pour le recrutement des troupes noires, vient d'arriver à Dakar où la population indigène lui a fait un accueil enthousiaste, mars 1918. Blaise Diagne devient en janvier 1918 commissaire général chargé du recrutement indigène qui, sans le titre, lui donne des responsabilités de nature gouvernementale. Il mène avec succès des missions en Afrique occidentale française pour organiser le recrutement militaire en cette période de guerre. De février à août 1918 et de Dakar à Bamako, il essaye de convaincre les habitants de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française de venir se battre en France tout en leur promettant des médailles militaires, un certificat de bien manger, un habillement neuf et surtout la citoyenneté française aux combattants après la guerre. Les primes aux recruteurs sont aussi fortement augmentées. Il réussit à mobiliser 63 000 soldats en Afrique occidentale française, AOF, et 14 000 en Afrique équatoriale française, AEF. Diagne profita des conditions spéciales du conflit pour arracher au Parlement la loi du 29 septembre 1916 qui reconnaissait définitivement la citoyenneté française aux originaires des 4 communes, sans les soumettre au code civil ni leur faire perdre leur statut personnel. Franc-maçonnerie. Blaise Diagne est initié en septembre 1899 au sein de la loge maçonnique L'Amitié du Grand Orient de France à Saint-Denis. À Paris, il est affilié à la loge Pythagore, dont il devient vénérable maître. Il est le premier Africain à siéger au Conseil de l'Ordre de l'Obédience de 1922 à 1925. Il bénéficie de ce parrainage jusqu'à sa mort en 1934, tout en étant largement soutenu par les milieux parlementaires auxquels il renvoie par effet de miroir. En revanche, les nationalistes sénégalais, surtout les communistes de l'UIC comme Lamine Senghor, le prennent pour cible. Le souvenir du premier Africain ministre de la République française reste vivant au Sénégal. Plusieurs lieux publics portent son nom, l'avenue Blaise Diagne,
une des plus grandes de Dakar, le lycée Blaise Diagne de Dakar. Inauguré en 2017, l'aéroport international du Sénégal, situé à Diass près de Thiès, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, porte le nom de Blaise Diagne. Alors que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale étaient en voie de colonisation, Blaise Diagne défendait la participation des Africains à la politique du pays colonisateur. Il fit preuve de la même implication durant la période coloniale jusqu'à sa mort. Il a mené pendant toute sa carrière une action en faveur des colonisés d'Afrique pour les aider à s'insérer pleinement dans la société française. Il demandait aussi un traitement équitable des minorités ethniques au sein de l'armée française. À la Chambre, en octobre 1917, Blaise Diagne proteste contre le massacre des populations d'origine africaine. Vie personnelle. Marié en 1909 avec Marie-Odette Villain, rencontrée à Madagascar, il a eu 4 enfants, dont Adolphe, médecin militaire, 1907-1985, Roland, ingénieur dans les chemins de fer, Raoul, 1910-2002, footballeur professionnel, sélectionné en équipe de France, de 1931 à 1940, ensuite entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal en 1963. Dans son cas particulier, il s'agissait de la France, car le Sénégal faisait alors partie de l'Afrique occidentale française. Ces propos sont rapportés par Bruno Fulini dans Le Retour de Blaise Diagne, revue Humanisme. Malgré les assurances données, il résulte de faits lamentables, pour ne pas dire plus, que contre mon attente, contre la raison et contre l'intérêt de la défense nationale, le commandement a mis en jeu, dans de récentes opérations, ses troupes spéciales, dans des conditions de température telles que les hommes étaient d'avance physiquement frappés d'impuissance devant le froid, la neige et la pluie. C'est donc à un véritable massacre, sans utilité hélas, qu'ils ont été voués par l'inimaginable légèreté de certains généraux. Un fils d'Adolphe Diagne porte le prénom de son grand-père, Blaise. Il était en 2005 maire de Lourmarin, Vaucluse. La franc-maçonnerie au Sénégal est importée d'Europe. Des loges maçonniques coloniales au XVIIIe siècle dont les ressortissants sont originaires d'Europe ou créoles sont la composante presque exclusive depuis la création de la première loge par le Grand Orient de France en 1781 à Saint-Louis du Sénégal. Plusieurs francs-maçons ont illustré l'histoire de la colonisation française. La sphère de la société initiatique française a d'abord souffert des conflits avec l'Angleterre, notamment lors de la guerre de 7 ans et lors des luttes en faveur des insurgents américains. Les catastrophes naturelles du pays ont également ébranlé les temples maçonniques, mettant à mal la survie des activités qui s'y déroulaient. Si une partie de l'histoire de la franc-maçonnerie s'écrit, c'est grâce à l'importante présence de marins et de négociants en loge qui transportaient par navire de nombreuses lettres à propos du cours des activités et formulant d'éventuelles demandes. Prémices et un port colonial au nord. Les pages de l'histoire maçonnique du Sénégal commencent à s'écrire dès la guerre de 7 ans, en 1756, durant laquelle de nombreux francs-maçons français sont impliqués dans la défense des territoires sénégalais. La maçonnerie fut introduite au Sénégal sous l'Ancien Régime avec la loge Saint-Jacques des Vrais Amis Réunis, qui devint Saint-Jacques de la Vertu avant 1787. D'après l'historien Alain Le Bihan, la loge fut constituée à Saint-Louis par la Grande Loge de France, nommée alors Grande Loge de Clermont, le 15 mars 1779. En effet, ce serait en faveur de Jean-Jacques Chorier-N, marchand tapissier et franc-maçon de la GLF qui partit au Sénégal, que la première loge vit le jour. À la suite d'un échange de courriers, le Parisien est assuré de recevoir le titre de inspecteur général des Indes,
permettant et légitimant l'application de la constitution de l'obédience française dans la colonie. La loge Saint-Jacques du marchand Chorier, qui en devient vénérable maître, semble active dès 1784. Le journaliste Pierre Biarnès précise que la loge s'adresse alors surtout à des gradés de l'armée et à l'administration, tous deux majoritaires dans la ville naissante. Le monde du commerce lié à la Compagnie du Sénégal et donc au commerce triangulaire, auquel viennent s'adjoindre quelques négociants établis à leur compte et de petits artisans constituent les adhérents de cette première maçonnerie sénégalaise. L'État du Grand Orient de France mentionne, lui, l'année 1787, pour le débutaine de la loge Saint-Jacques-Scom, le tableau des loges de la Grande Loge de France. 4 loges maçonniques au XIXe siècle, Jacques-François Roger, gouverneur du Sénégal. Les loges maçonniques françaises implantées au Sénégal sont, au début du XIXe siècle, peu actives dans la mesure où, entre 1809 et 1816, les Britanniques sont à nouveau maîtres de Saint-Louis. Des loges anglaises ont pu exister durant cette période. La parfaite union. Le 17 février 1824, la loge La Parfaite Union est régularisée par le Grand Orient, qui se mettra en sommeil 13 ans plus tard, en 1837. Afin qu'une loge soit officialisée, il faut qu'une obédience lui accorde ses constitutions. L'influence coloniale veut ici que la loge, nouvellement fondée, s'adresse à la première obédience française. Le tableau, registre de l'association de la Parfaite Union, affiche alors qu'une douzaine de membres, tous issus de la marine française ou négociants. Les marins viennent essentiellement des ports de Brest et de Marseille, où se trouve leur loge mère. Alors que Jacques-François Roger, appelé baron Roger, devient le vénérable donneur de la Parfaite Union en 1824, les effectifs maçonniques sénégalais semblent se développer. De nombreux membres de l'administration de Saint-Louis sont initiés. En juillet 1824, la loge se dote d'ailleurs d'un souverain chapitre, structure pour la pratique des hauts grades maçonniques que 7 membres rejoignent. Quelques jours plus tard, sont introduits les premiers officiers de loge maçonnique, aînés de tous ceux de l'histoire de la maçonnerie sénégalaise. La majorité des lettres capitulaires sont transmises via le baron Roger, gouverneur de la colonie se rendant régulièrement en France et permettant ainsi la communication avec l'Hexagone. En 1827, le tableau de La Parfaite Union, seule loge reconnue du Sénégal, affiche 27 adhérents. L'année 1834 marque l'accroissement du nombre de négociants au port Saint-Louis, donc de francs-maçons, ainsi que l'arrivée de marins bordelais se mélangeant aux hommes métis à la Parfaite Union. Dès 1837, l'armateur et homme politique Hubert Prom est l'un des piliers du groupe dit des Bordelais et participe donc à cette mutation interne. L'historiographie maçonnique du Sénégal ne peut pas s'effectuer au début des années 1830. Pour cause, la Révolution de juillet, qui se déroule sur 3 journées de fin juillet nommées 3 glorieuses, cause une absence de documents, ceux-ci provenant majoritairement de la France. En 1837, un double événement se produit assez paradoxal. La loge maçonnique de La Parfaite Union est, par l'arrivée des Bordelais, en plein essor, mais sa trace est perdue. Auteurs et monologues s'accordent donc pour la qualifier en sommeil. Quelques décennies plus tard, le Grand Orient réinvestira la loge. L'Union sénégalaise, photo en couleur d'une décor maçonnique du XIXe siècle, tablier de maître du XIXe siècle au rite français. En mai 1874, à La Parfaite Union, toujours dans le nord-ouest du pays, succède l'Union sénégalaise. Celle-ci émerge aux prémices de la Troisième République, s'installe rue du Palmier et travaille au rite français et écossais.
Elle compte une quinzaine de membres, et tous, perpétuant la tradition, sont marins et négociants. La loge est déclarée en septembre et annonce 34 membres ainsi que de nombreux passages de grade effectués avec dérogation, sans doute afin que la loge présente le nombre requis de maçons au grade de maître aux yeux du Grand Orient de France de 1876 à 1885. L'Union sénégalaise est marquée par divers conflits internes et clivages en son sein. Plusieurs désagréments administratifs obligent la seule loge du pays à déménager rue de la Mosquée et s'annonce ensuite rue des Boufflés. La ville portuaire de Saint-Louis voit se développer un climat général de tension et d'hostilité à la franc-maçonnerie, annonçant dans le pays les prémices de l'antimaçonnisme. En juillet 1882, à la suite de plusieurs campagnes d'extériorisation afin de redorer son image, l'Union sénégalaise initie le commerçant Biran Sadi, retenu comme premier franc-maçon de nationalité sénégalaise de l'histoire, les dettes s'accumulant envers le Grand Orient. Celui-ci déclare en 1893 la loge portuaire comme irrégulière. Avenir du Sénégal. La 4e loge de l'histoire du Sénégal voit le jour peu après la disparition de la 3e. En juin 1893, Avenir du Sénégal est fondé. Sur les documents figure alors un sceau à référence palméiforme largement inspiré de celui de l'Union sénégalaise. Si la constitution du nouvel atelier maçonnique est demandée au Grand Orient, son vénérable est, lui, issu de la Grande Loge de France. Dès novembre 1894, la loge rencontre des divergences idéologiques dues en partie à des revendications politiques et religieuses d'ordre anticlérical de la part de certains membres. Malgré la très faible importance de la loge, il s'ensuit démission et procès. La franc-maçonnerie se heurte aussi aux islamistes intégristes. Le climat étant particulièrement défavorable à l'avenir du Sénégal, la loge se disperse et sera presque inactive jusqu'à 1965, date à laquelle elle disparaît entièrement, étoile occidentale à Dakar. En réaction aux difficultés de la 4e loge sénégalaise est fondée, en novembre 1899, la loge maçonnique Étoile occidentale. Sa particularité est d'ordre géographique. La loge n'est non plus située à Saint-Louis, mais à Dakar, ville dont le développement se concrétise chaque jour davantage par l'implantation d'administrations et des maisons de commerce. Blaise Diagne, premier député africain élu à l'Assemblée nationale française en 1914, était devenu franc-maçon en 1899. En sa mémoire, une loge Blaise Diagne a été fondée à Dakar en 1977 sous les auspices du Grand Orient de France, qui y compte également l'Étoile occidentale ainsi que Émir Abd el-Kader, loge fondée à Rufisque, sud-est du Sénégal, en 1984. Depuis 1960, la Grande Loge de France possède la loge Croix du Sud. La Grande Loge nationale française possède au Sénégal une grande loge de district dont dépendent 12 loges, Refmo souhaité. Enfin, il existe aussi une loge du droit humain, Fraternité universelle. Le Réveil était une publication franc-maçonne sénégalaise en 2009. Après 20 ans de catastrophes naturelles, 11 au total, de nombreux temples maçonniques se trouvent ébranlés, empêchant la poursuite des activités qui s'y tenaient.